J'ai un peu modifié ma présentation par rapport à ce qui a été fait hier et aux 2-3 interventions qu'il y a pu y avoir. Je voudrais revenir sur, on va dire un peu la définition, comment moi, suite aux expériences que j'ai pu vivre ces 2-3 dernières années, justement avec des associations et tout ça, sur le thème d'ADN environnemental, et puis sur l'aspect échantillonnage en zone protégée, donc en parc, réserve, site Natura 2000, etc. Et puis après, je parlerai donc de 2 projets, donc un qui est terminé, qui a eu lieu il y a quelques années sur le chat forestier, et un sur les chauves-souris qui est donc en cours. Donc du coup, au niveau ADN environnemental, hier il y a eu déjà 1 ou 2 définitions d'apportées. Mais, et puis aussi, on a parlé déjà un petit peu des avantages, donc on peut aller sur le terrain, récupérer en gros un bol d'eau, on peut travailler sur le sol, les crottes, les poils, on peut travailler sur quasiment tous les types d'ADN. C'est une méthode qui est non invasive, donc ça c'est quand même super intéressant. Et puis donc ça évite des problèmes de contamination, etc. Donc ça c'est vraiment les gros avantages. Ensuite au niveau inconvénient, parce que de mon point de vue, lorsque je fais de l'échantillonnage sur le terrain, il y en a quand même, c'est qu'on ne peut pas avoir une idée du stade ou de l'âge, c'est-à-dire qu'on va dans une mare, on va retrouver de la rainette, mais il y a de la rainette, quoi. Voilà. Pas d'infos sur le sexe, si c'est des hybrides, pas de différence entre les individus et pas non plus d'infos sur le nombre d'individus. Donc ça, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'il y a quand même certaines méthodes qui sont applicables notamment à toutes les analyses génétiques et tout ça, qui, selon la quantité d'ADN prélevée, peuvent être quand même récupérées, notamment le sexe et la différence entre individus, le nombre non, mais peut-être que dans les années à venir, on pourra l'avoir. Cet automne, ici à Montpellier, il y a eu déjà un séminaire là-dessus où un chercheur a montré que petit à petit, mais il y a encore de gros biais statistiques, mais en fonction de la quantité d'ADN présente dans un milieu, on devrait, dans les années à venir, pouvoir, on va dire, annoncer une certaine quantité de bestioles présentes. Mais aujourd'hui, pour moi, ça reste quand même une méthode qui est descriptive, quoi. On va sur un site, on prélève, on a l'info au niveau espèce, quoi. Donc pour des inventaires, etc. Mais pour réaliser une vraie étude de population, un suivi à long terme, il manque quand même un aspect quantitatif que voilà, je trouvais important de mentionner. Donc pour vous, l'ADN environnemental, c'est à la mode, etc. A priori, ça coûte moins cher, ça peut même être facilement financé parce que auprès des financeurs, communautés de communes, j'en sais rien, auprès de l'Europe, etc., ça peut devenir un sacré levier, c'est nouveau, etc. Voilà. Vous savez bien encore mieux que moi comment ça fonctionne. Et puis pour vous aussi, en termes de boulot, y a, on va dire, ça diminue quand même la quantité de travail, quoi. On va sur le terrain, on a des sites, on échantillonne, on rentre, on envoie au labo, on a les résultats, quoi. Donc pour la gestion d'équipe, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis c'est aussi beaucoup plus simple, et au niveau du code du travail, pour tous les gens, parce que j'y suis confronté, parce que je travaille de nuit, avec tout un tas de personnes issues des associations, c'est quand même quelque chose qui est aussi intéressant d'un point de vue gestion d'équipe, quoi. Mais par rapport au travail et tout ça, peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il me semblait intéressant de pouvoir quand même en parler et en discuter, quoi. Et puis surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui vous choquent ou sur lesquelles vous voulez intervenir. Au niveau donc des études et tout ça que vous pouvez réaliser sur les parcs, sur des réserves, etc., mais mine de rien, vous allez avoir quand même besoin d'informations pour faire des études beaucoup plus approfondies. Donc au niveau, vous ne pourrez pas non plus, au bout d'un moment, pour les aspects, tout ce qui est invasif, etc., ne pas aller prélever ou échantillonner. C'est quand même des choses qui seront obligatoires. Et du coup,
pour la mise en œuvre de l'étude, il y a quand même pas mal de questions auxquelles on est tout le temps confronté, quoi. Et puis ces questions-là, elles évoluent en fonction des premiers résultats qu'on obtient. Donc échantillonner quoi et par qui, quand et où, combien, comment échantillonner, sur quelle durée, pour quelles analyses. Et alors là, le summum auquel j'ai été confronté pendant 2 ans pour lancer le projet sur les chauves-souris, c'est les espèces protégées, quoi. Parce que là, mine de rien, quand on commence à parler de oui, on va échantillonner, nanana, on va choper des individus, on va leur prélever du poil et tout ça, c'est parfois assez compliqué. Donc du coup, se pose quand même pas mal de questions éthiques et le rôle des gestionnaires dans la conservation. Du coup, par rapport aux vieilles méthodes qu'on pourrait utiliser jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on capture des individus, on leur fait une biopsie pour avoir de l'ADN, etc. Donc on peut se poser des questions. Donc pour vous, par exemple, vis-à-vis de ces méthodes qui sont souvent qualifiées d'invasives, on peut observer des individus, mais aussi on peut les recapturer. Donc pour vous, quelle serait la méthode la moins invasive pour travailler sur des espèces protégées qui sont, entre guillemets, intouchables? Il n'y a pas de question piège, hein, c'est juste, voilà, je voudrais qu'on essaie de lancer le... Ça dépend la question, en fait. Je pense qu'il y a des questions scientifiques sur des espèces protégées, sur lesquelles une approche ADN environnementale va pas du tout répondre. D'accord. On est complètement amené, que ce soit faune flore, à être invasif sur... Ok. Sinon, des prélèvements de poils, de fesses ou autres ne sont pas perturbants pour l'animal. Donc, à mon avis, c'est tout à fait envisageable d'essayer de retrouver des traces laissées par l'animal et qu'on pourra analyser. Voilà, c'est ça. Mais, et du coup, pour moi, là, on n'est plus dans l'ADN environnemental, quoi. On est sur une méthode ciblée. Au niveau des individus, lorsqu'on est sur le terrain, donc on peut faire des observations classiques, compter, écouter, etc., avec différents types de méthodes directes ou indirectes. Mais donc aussi, on peut capturer. Et c'est souvent à partir de là que ça peut bloquer dans certaines situations. Et parce qu'on va, on va beaucoup plus déranger la faune, surtout si c'est des études à long terme, si c'est sur des petites populations, et encore plus si c'est sur des espèces rares. Donc, lorsque vous capturez, vous allez donc relâcher sur place, vous pouvez récupérer des données biologiques, et puis relâcher votre animal. Et à partir de là, vous allez avoir un gradient d'impact sur l'individu qui va être plus ou moins important au fur et à mesure que l'étude avance, si vous voulez rajouter si vous voulez collecter de plus en plus d'informations. Si vous l'avez capturé pour prendre des données biologiques et biométriques, vous pouvez marquer ces individus, donc de la simple bague jusqu'au transpondeur maintenant. Donc ça aussi, ça fait partie des méthodes entre guillemets invasives qu'il faut souvent énormément justifier, tout ça, ce qui est normal. Vous pouvez, à partir de là, aller plus loin dans les investigations, vous allez pouvoir équiper les individus, etc. Vous allez pouvoir du coup prélever des tissus frais pour faire différents types d'études, soit de façon légère, donc vous allez récupérer des ectoparasites, etc., ou faire un écouvillonnage sur l'individu. Et puis vous pouvez aussi aller plus loin encore, biopsie, muscles, prendre du poil, du sang, etc. Et puis ça peut arriver aussi qu'on doive sacrifier un animal pour certaines raisons, ou un animal meurt en main pendant la manip, et donc du coup il faut aussi savoir quoi en faire et pouvoir le justifier. Donc au final, lorsqu'on fait un échantillonnage, on est tous d'accord du coup qu'il y a pas mal de choses à en prendre en compte, notamment le fait de savoir où est-ce qu'on met la priorité, est-ce que c'est sur l'individu ou est-ce que c'est sur l'ensemble de la population? Est-ce que le bénéfice lié à la perturbation d'un individu ou d'un groupe d'individus, même si ce sont des espèces rares, etc., qu'on doit capturer, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi, au niveau des résultats, des risques pour l'ensemble de la population, au niveau de est-ce que c'est dans une période sensible, est-ce que des chauves-souris vont en mettre bas, etc. Et sur quel pas de temps? Et souvent des choses aussi qui ne sont pas forcément prises en compte, entre guillemets, dans le milieu de la recherche sur le terrain, mais qu'il faut vraiment, si vous avez des interactions avec les équipes de recherche,
vraiment poussé dans ce sens-là, c'est la douleur qu'on peut infliger à un animal et les conséquences que ça peut avoir, quoi. Donc ça, c'était d'un point de vue éthique. Et ensuite, donc j'en reviens à ce que tu disais, mais du coup, c'est parfait. C'est qu'au final, le choix de la méthode, il va dépendre de cette balance, profit d'informations, la possibilité de les gérer et d'obtenir des résultats valables pour conserver et protéger des espèces, et puis l'éthique. Et donc du coup, parfois, on est quand même confronté à des chocs émotionnels, on va dire, parce que on a tendance parfois à s'approprier un taxon. Ah non, mais là, vous comprenez, vous ne pouvez pas poser des balises sur des puffins, vous vous rendez compte, ils vont les garder 3 semaines, qu'est-ce que ça va donner? Oui, mais ça va être sur un individu, et on va pouvoir apporter des informations pour l'ensemble d'une sous-population. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Du coup, dans les faits, pour revenir vraiment sur l'aspect ADN environnemental, donc dans le milieu aquatique, on va pouvoir échantillonner, comme on l'a dit, avec, j'exagère, mais on prend un bol d'eau à différents endroits de la mare, etc. Mais on a un milieu confiné, entre guillemets, même si c'est une rivière courante. Au final, on va plus échantillonner un habitat. Et en fait, moi là où je voulais mettre l'accent sur ces quelques diapos, c'était le fait de dire que quand on va aller, en tout cas peut-être vous n'êtes pas confronté à ça, mais lorsque vous allez parler d'ADN environnemental à quelqu'un qui ne connaît pas, c'est vraiment cette image-là qu'il a, c'est-à-dire on récupère un échantillon et on a un listing d'espèces. Et parfois les gens sont après un peu déçus au niveau des financeurs, ah oui mais vous nous aviez dit que si on faisait ça, on allait... Donc, je voulais rappeler ça que d'un point de vue qualitatif, c'était tout à fait valable, mais d'un point de vue quantitatif, on l'était beaucoup moins. Et donc, en milieu terrestre, du coup, je me suis posé quand même pas mal de questions et je me suis dit, mais moi, en fait, est-ce que je fais de l'ADN environnemental? Et en fait, au cours des différentes études auxquelles j'ai pu participer, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment le cas, quoi. Parce que pour le suivi des populations, j'ai besoin d'avoir quand même plus d'informations. Et on en revient toujours à l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que je veux travailler sur le chat forestier, j'ai un maillage avec des plaines, des zones agricoles, du bocage, etc., des zones de forêt. Comment je vais faire avec mon ADN environnemental tel qu'on l'entend aujourd'hui pour aller échantillonner mon chat forestier? En fait, il faut que je fasse un maillage et que j'aille donner un coup de pelle sur tous les... C'est juste pas possible. En tout cas, aujourd'hui, de mon point de vue, pour mettre en place une étude sur le chat forestier, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment là-dessus que, au niveau de la méthode vraiment technique de prélèvement, où voilà, je n'étais pas tout à fait d'accord avec le terme. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour toute la méthode d'analyse de tout ce qui est lié à la biologie moléculaire et tout ça, c'est sûr que ça, c'est un outil à la pointe et qui est vraiment, vraiment intéressant, quoi. Et c'est complémentaire, c'est exactement ce que tu disais, à l'ensemble des autres méthodes, quoi. Voilà. Donc du coup, pour aller ensuite sur les différents projets, donc ça c'est une étude qu'on a menée dans le nord de la France, à la frontière du Luxembourg, à Micheville. Sur une zone, on va dire, plutôt dégradée, puisqu'il y avait des anciennes zones d'extraction et tout ça, c'était assez moche, mais en cours de recolonisation, donc assez favorable aux chats forestiers au niveau habitat. Donc en jaune, vous avez, on va dire, l'habitat entre guillemets favorable. En rouge, la zone d'étude. Donc en bleu, c'est le tracé de la route qui devait être réalisé. Cette zone, on n'a pas trop pu y aller parce qu'en fait, il y a un aérodrome, c'est privé et c'était assez grillagé, donc on n'a pas forcé la main. Donc pour réaliser cette étude, on a utilisé des pièges photos, des fesses en récolte et quand même, on a réalisé des captures. Donc au niveau des pièges photos, bon, l'idée c'était de détecter l'espèce sur le site et le phénotype. Oui, oui. Moi c'est pour bien comprendre quelles questions vous étiez posées. Ah oui, pardon. Oui, pardon.
En fait, l'idée, c'était qu'on a donc une zone, on a du chat forestier dans le nord du Luxembourg, au sud-est de enfin, dans le secteur de la Meuse, Meurthe-et-Moselle et Meuse. Ils ont une infrastructure routière qui est je ne sais plus où, comme ça, et qui passe là. Et en fait, ils voulaient chanter tout un tas de villages ici, parce qu'il y a énormément de trafic et tout, avec la création d'une nouvelle route 2 fois 2 voies. Voilà. Et la question, c'était au niveau du corridor, essayer d'évaluer l'impact de ce tracé-là et trouver des alternatives et des aménagements valables pour le chat forestier pour limiter l'impact de cette 4 voies sur les 2 populations ou sur l'ensemble de la population qui est à cheval sur la France et le Luxembourg. Et le financement, c'était l'étude d'impact? Alors le financement, il y a eu l'étude d'impact et l'université. Parce que du coup, on a fait ça avec l'association, enfin Lorraine Association Nature, qui a travaillé déjà plusieurs années sur le chat forestier. Et en fait, c'est un bureau d'études avec le conseil général qui les ont contactés et ensuite qui se sont rapprochés de l'université pour réaliser toutes les analyses et tout ça, puisque l'université de Lyon travaille beaucoup sur le chat et la problématique chat-arrêt et impact du chat sur les oiseaux marins, enfin sur les îles kerguelen. Donc du coup, différentes méthodes ont été mises en place pour essayer d'appréhender au final le fonctionnement et le mouvement qu'il pouvait y avoir, les échanges au niveau des populations sur ce secteur-là. Donc on a utilisé pièges photo, FECES, capture. Au niveau des pièges photos, donc l'idée c'était d'avoir vérifié si le phénotype, entre guillemets, avec différents critères était présent sur le site. Voilà, on a réparti avec un buffer d'environ 300 mètres les différents pièges photos sur à peu près sur 2 mois, 2 mois et demi. Sur les 827 nuits pièges, donc on a 5 contacts. Et sur ces 5 contacts, on a pu identifier 4 phénotypes différents, donc 4 individus différents. Donc on en a un là, ça a été fait avec le nombre d'anneaux sur la queue sur différentes images, l'espacement entre eux et le port du chat. Voilà. Donc on a aussi une petite vidéo. Donc ça c'était assez intéressant. C'est un test qu'on avait fait justement en lien avec la récolte d'échantillons. Donc là je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Hop. Et en fait, le chat, il se gratte au sol. Puisque pour le capturer, on utilise de la valériane. Et donc, du coup, il va se frotter au sol. Et donc, ensuite, là, à partir de là, on peut, entre guillemets, ce qu'on va faire, donc réaliser un échantillonnage d'ADN en milieu environnemental, mais localisé, quoi. Donc, ensuite, on a travaillé sur les FECES pour avoir une idée donc vérifier que c'est bien du chat forestier et avoir une idée de l'abondance relative sur notre secteur d'étude. Donc on avait 22 km de transects. Sur ces transects, on a récupéré 18 FECES, répartis principalement vraiment au centre du cœur de l'étude. On a eu 16, suite aux analyses génétiques, on a eu 16 chats forestiers, un domestique et un renard. Donc du coup, erreur d'échantillonnage sur le terrain. Ensuite, on a réalisé donc des captures pour, pareil, analyse génétique, essayer d'avoir un taux d'hybridation et un état sanitaire de la population en local, quoi. Donc, sur les 488 pièges, on a eu une seule capture de chat forestier, donc c'est toujours pas évident de capturer du chat forestier, un chat domestique, 2 relâchés intentionnels, c'est-à-dire que c'est des zones qui sont assez habitées, des gens qui font du footing, etc. Donc même si on est allé très tôt le matin, on s'est retrouvé 2 fois avec des pièges à l'envers, etc. Même si on a mis des petites étiquettes et tout ça, avec tout ce qu'il faut, nos numéros de téléphone et tout, mais ça fait partie du terrain, on n'a vraiment pas eu de chance cette fois. Et puis un échappé, quoi. Parce que les chats forestiers dans les cages, ils sont quand même assez
énervé. Et donc au niveau sanitaire, au niveau FIV, donc sida du chat et puis leucose féline, FELV, ils étaient négatifs. Donc les résultats un peu bruts comme ça au niveau des pièges photos, pour la zone favorable, on a un peu plus de 5 individus. Si on ramène le nombre de crottes détectées sur chaque transect positif de la zone d'étude extrapolée à la zone rouge, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est un peu plus large, on arrive à peu près juste avec cette méthode-là à 5 individus minimum sur la zone. Au niveau des... voilà, justement, avec les... Ah non, pardon, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Au niveau des pièges photos, voilà, pareil, par extrapolation sur la zone, on arrive à 5 individus. Au niveau des fesses, l'avantage de la méthode, donc c'est sur les transects positifs, on a 2 fesses au kilomètre carré. Sur différentes études en Espagne ou en Italie, etc., ils sont entre 2, 3, voilà, 2, 5. C'est généralement on va dire, sur une population relativement stable, hors période de dispersion des gènes, c'est à peu près ce qu'on a. Donc ça permet, cette méthode juste des récoltes de fesses, permet sur plusieurs années de suivre un petit peu l'abondance relative sur un secteur géographique. Et au niveau de la capture, donc une seule biopsie plus des poils liés à l'individu échappé. Donc sur ces 6 individus, au niveau des fesses, on a quand même pu faire quelque chose d'assez sympa. Le labo a bien bossé pour nous récupérer suffisamment d'ADN sur les crottes de chats forestiers pour pouvoir travailler dessus sérieusement. C'est-à-dire qu'on a pu identifier le sexe des individus, qu'il n'y avait pas de parenté entre ces individus. Donc on peut en conclure qu'on a quand même une zone liée à la population qui est beaucoup plus large. Il n'y a pas d'hybridation récente entre chats domestiques et chats forestiers. Et donc, sur la zone, là, les indices sont répartis comme ça. Du coup, on a 2 mâles là, en mauve et en jaune, et puis 3 femelles. Ici, on a un mâle qu'on a, au final, entre guillemets, capturé qu'une seule fois. Du coup, il est certainement en limite d'air de son domaine vital. Ici, on a une femelle qui est également certainement davantage affiliée à cette sous-population qui doit être quelque part comme ça, plutôt qu'à celle-ci. Voilà, puisqu'ici, on a un domaine vital lié aux femelles oranges. Ici, les femelles vertes. Et sur le domaine vital global, voilà, le secteur du mâle jaune. Voilà un petit peu, en gros, l'info qu'on a pu avoir, donc justement, avec l'utilisation des méthodes de biologie moléculaire actuelles sur des récoltes précises dans l'environnement. Donc voilà, et donc là, du coup, si on devait faire cette étude-là en simplement prélevant voilà, des échantillons aléatoirement sur le site, on n'aurait pas pu. Donc là, par rapport à, je ne sais pas, par rapport là au chat, vous avez des interrogations ou des choses qui vous... Du coup, la capture, elle servait à quoi? Parce que, en fait... Là, trop peu de choses. C'était pour faire des analyses génétiques. Les analyses génétiques, vous pouvez les faire sur des fesses, il n'y a pas besoin de capturer, donc au niveau éthique. Alors, au niveau éthique, là, ce qui était juste intéressant, c'est que, d'une part, sur ce secteur géographique-là, il n'y avait aucune étude qui avait été faite auparavant sur le chat forestier. Donc, on n'avait aucun recul, ni sur la présence, ni sur l'état sanitaire des bestioles. Donc, il nous semblait intéressant, puisqu'on l'avait déjà fait sur un autre site au sud de la Meuse, où là, il y avait certains individus où il y avait de l'hybridation, il y avait certains individus où on soupçonnait une leucose féline. Donc il nous semblait intéressant, surtout que c'était des zones assez dégradées, assez polluées chimiquement et tout ça, il nous semblait intéressant d'essayer de faire des captures pour essayer de voir l'état sanitaire aussi des populations. Voilà. Et on pensait aussi en capturer
beaucoup plus, puisque dans le sud de la Meuse, sur une étude qu'on avait fait juste avant, on avait vraiment un taux de capture beaucoup plus important. Voilà. Donc le choix s'était justifié là. Aujourd'hui, si on avait à le refaire, on ferait uniquement les transects comme ça. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que après la capture, vous avez fait juste un test FIV et FELV, oui. C'est peu comme test de sanitaire. Je veux dire, tant qu'à faire des tests sanitaires, on peut en chercher d'autres. Oui, mais en fait, chez le chat forestier, il n'y a quasiment rien d'autre, quoi. Ouais. Ouais, il n'y a rien d'autre, quoi. Non. Qui peuvent vraiment impacter l'individu. Non. Et puis en plus, c'est vraiment hyper rapide. On fait une prise de sang et le test est direct sur le terrain. Ça a été développé il y a quelques années, justement pour l'étude dans le sud de la Meuse, où on avait directement des kits en fait, sur place. On trempait, on mettait 2 gouttes dans une solution et on avait un résultat, quoi. Voilà. Donc le deuxième projet sur lequel on travaille actuellement, c'est l'éco-épidémiologie des communautés de chiroptères qu'on mène depuis 2010 en Guyane et qu'on essaie de mettre en place, et la première année de terrain c'était l'année dernière, en métropole. Donc là, avec une approche un peu plus multispécifique, que Max présentera les résultats après, au niveau du régime alimentaire. Parce que là aussi, vous allez voir, au niveau justement éthique, il a fallu se justifier et s'expliquer. Donc au niveau, juste 2-3 mots sur l'éco-épidémiologie, donc c'est comprendre comment les agents infectieux circulent et persistent dans l'environnement au sein d'une communauté, et identifier des mécanismes. Ce n'est pas uniquement descriptif, on ne va pas sur un site, on capture des chauves-souris, on fait une prise de sang, on dit « Ouh là là, attention, votre chauve-souris, elle est pleine de maladies ». L'idée, c'est de replacer l'ensemble du système hôte, agent infectieux et vecteur, et de comprendre un petit peu quels sont les mécanismes sur le long terme qui permettent, au final, donc ça c'est l'aspect vraiment théorique de l'étude, et fondamental, c'est de comprendre en gros l'impact de ces agents infectieux sur l'évolution des génomes. Voilà. Donc, une communauté, pour nous, dans notre cas d'étude, la communauté, c'est un groupe d'espèces de chauves-souris qui, à un moment donné de leur cycle biologique, vont se croiser dans un milieu. Et là, entre autres, c'est les sites de reproduction et les sites d'hivernage. Au niveau des agents infectieux, c'est pour nous tout ce qui est bactéries, etc., mais surtout virus, et surtout virus à ARN. Donc les virus à ARN, on vous l'a dit hier, l'ARN se dégrade super vite dans le temps. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de méthode qui nous permette de récupérer l'ARN en milieu naturel hors de son hôte et de travailler dessus. Donc on a monté un projet, un FEDER avec tout un tas d'associations naturalistes dans le sud-ouest de la France, pour travailler sur l'espèce phare, entre guillemets, donc c'est le grand rhinolophe, puisque historiquement, ces associations travaillent dessus depuis un peu plus de 6 ans. Ils ont eu 2 projets successifs de 3 ans, pour essayer de comprendre comment se déplacer les populations qu'ils ont en été en repro, où est-ce qu'elles partaient en hiver, jusqu'où elles allaient hiverner, etc. Et parce qu'il y a aussi un fort enjeu, puisqu'ils ont 10% de la population française sur la zone Poitou-Charentes. Donc les différentes structures avec qui on travaille au niveau des associations, c'est toutes les associations locales, voilà. Et puis on travaille avec 3 laboratoires plus nous. Chrono Environnement à Montpellier, à Besançon pour tout ce qui va être écotoxicologie, l'INRA, le CBGP pour ce qui est régime alimentaire, génétique des POP, etc. Et puis Chizé sur l'aspect écologie du paysage. Donc on a 2 grands axes de recherche, un axe lié à l'écologie, fidélité au site, saisonnalité, mixité des groupes et intensité des échanges entre les sites.
Il faut que je me dépêche. Épidémiologie, donc c'est comment les virus vont circuler, les identifier. Est-ce qu'ils sont spécifiques ou pas entre les différentes espèces de notre communauté. Et donc vous allez voir que là, on a différentes thématiques de recherche au final, puisque l'éco-épidémiologie, ça englobe large. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça peut faire peur, puisqu'on nous l'a déjà dit. On nous a dit, mais là, oula, mais vous vous lancez dans quoi vous partez dans tous les sens, on ne comprend pas, etc. Parce qu'on veut bosser, pour pouvoir travailler sur l'éco-épidémiologie, on a besoin d'avoir une idée précise de qu'est-ce qui se passe au niveau de la population. Donc on doit réaliser des analyses génétiques par espèce pour travailler sur l'aspect spatial, le flux migratoire des individus. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils mangent, puisqu'on est ce que l'on mange. On a besoin de connaître les pressions environnementales, donc tout ce qui est lié là notamment à l'écotox et l'utilisation du territoire. Et au final, on a aussi besoin de connaître les agents infectieux qui circulent dans nos populations. Du coup, on va faire énormément de prélèvements. On a besoin de peau, parce qu'on a besoin d'analyses génétiques propres et précises pour chaque individu capturé. On a besoin de sang pour faire des diagnostics agents infectieux et écotoxicologie, puisqu'on va séparer sérum et culot sanguin. On a besoin de poils pour, pareil, écotoxicologie. Et là, on va dire que le sang en écotox, ça va nous donner à un instant T. C'est ce qu'elle a mangé là les 2 derniers jours. Le poil, c'est pendant la repousse. Le guano, pour tout ce qui est à la base régime alimentaire et écotox, en lien avec ce qu'on va retrouver dans le sang, puisqu'il y a des choses qui vont être métabolisées et d'autres choses qui vont être excrétées. Et la première partie sur laquelle on va s'attaquer le plus vite possible pour diminuer l'impact de notre manip sur les individus, c'est essayer de travailler, une fois qu'on aura une base, une idée de qu'est-ce qu'on peut trouver dans le sang d'une chauve-souris, essayer de voir si on peut retrouver la même chose avec des méthodes moins impactantes, notamment liées au guano qu'on peut récupérer lors de la manip. Voilà, et des ectoparasites pour tout ce qui est vecteur. Donc vous voyez, c'est lourd. Donc je vais juste me focaliser sur le guano, puisque c'est sur cette étape-là qu'on va utiliser les méthodes de métabarcoding pour travailler sur le régime alimentaire. Voilà, donc par rapport à l'impact entre travailler directement avec de l'ADN en environnement, qu'on va récupérer à droite à gauche dans les greniers, etc., et les manips hyper lourdes qu'on peut mettre en place sur le terrain, déjà, il faut savoir qu'on n'a pas pondu ça comme ça. Il y a eu pas mal de travail de préparation en amont. On bénéficiait du coup d'une expérience en Guyane. Donc tout se joue, en fait, la diminution de l'impact se joue sur les prélèvements optimum sur les individus. On prend ce qu'il faut, mais pas plus. Et sur le flux de travail. C'est-à-dire qu'une chauve-souris qui arrive, elle est capturée avec déjà pas des filets, ce sont des harpes, je ne sais pas si vous connaissez. Puisqu'on travaille en sortie de gîte, on ne peut pas se permettre de travailler au filet, parce que ça serait la catastrophe. Déjà, au filet, en forêt, lorsque vous attrapez une barbastelle ou un petit rhinolophe, voilà, le truc il est au taquet, il a déjà les commissures à moitié bouffées parce qu'il a essayé de s'échapper. Donc c'est vraiment très impactant les filets, alors que les harp traps là, c'est des cadres, des fils de pêche, les chauves-souris sortent de leur gîte, percutent les filins, glissent le long des fils, se retrouvent ici dans les bâches, c'est des bâches en coton, elles sont recouvertes d'une lame plastique, elles ne peuvent pas s'envoler, elles remontent, elles tombent au fond, elles remontent comme ça, elles viennent se caler sous la barre, elles se regroupent par espèce, par affinité sociale, elles peuvent thermoréguler. C'est juste parfait. Hormis, bien sûr, la capture, on peut toujours en discuter, quoi. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en fait, on a toujours fait le maximum pour limiter l'impact de nos manips sur les individus. On a également fait faire en silicone des couvertures chauffantes. En gros, le soir, même au mois d'août, à partir de minuit, 1h, des fois les températures chutent. Donc les bêtes qui sont encore en contention ici et qui ne sont pas passées à la table, on les chauffe en fait, pour leur permettre de limiter au maximum la déperdition d'énergie. Donc en gros, une chauve-souris qui arrive à la table, elle est manipée avec tous les prélèvements qu'on vient de faire, plus, parce que j'en parle pas là, mais plus du transpondage pour les grands rhinolophes, on met 6 minutes en moyenne. Voilà, en sachant qu'à chaque fois,
on est minimum 7 personnes autour de la table. Une personne, 2 personnes qui manipent, une qui fait la biométrie, une qui prélève, une personne qui gère les échantillons, une qui gère les scribes, une qui gère le transpondeur, et une personne qui gère le bien-être avant le relâcher. C'est-à-dire qu'une chauve-souris, une fois, la dernière chose qu'on fait, c'est la prise de sang. Elle est passée à une tierce personne qui va effectuer un point de compression et qui va évaluer le bien-être de la bestiole. Si la bestiole est flappie, puisque quand on prélève du sang, on va déshydrater, on peut lui donner soit de l'eau, soit des vers moriaux qu'ils utilisent dans les centres de soins pour retaper les chauves-souris avant de les relâcher. Et donc, au niveau du guano, on peut faire donc des prélèvements directs lors de la manip ou des prélèvements indirects dans un grenier, par exemple. Le tout, c'est de bien les conserver par rapport aux questions choisies et aux questions de départ. Parce qu'à partir de là, les prélèvements directs, on va pouvoir travailler sur l'individu, déterminer l'espèce, déterminer son régime alimentaire, et on pourra, dans le temps, si on revient à chaque fois sur le même site, puisque les individus sont marqués, le suivi de l'évolution de son régime alimentaire d'une année sur l'autre ou d'une saison à l'autre. Par rapport au prélèvement indirect, on va avoir d'autres informations. On aura toujours le ou les espèces présentes sur le site. On aura toujours le régime alimentaire, mais non plus pour l'espèce, mais pour l'ensemble du groupe. Donc ça, par rapport à l'écologie du paysage, etc., aux impacts qu'il peut y avoir localement au territoire de chasse, c'est une très bonne information. Et ça peut aussi nous permettre dans le temps. Et nous, c'est sur ces prélèvements-là indirects que dans le temps, on veut travailler pour pouvoir essayer, qu'on veut développer, pour pouvoir travailler sur de l'ARN. Voilà. Et donc, du coup, je vais laisser Maxime présenter les résultats.